À la une de l'actualité ce soir, il était attendu le gouvernement Thiéba 2 est tombé hier en fin de soirée. 3 départs, dont celui de Roch-Marc Christian Kaboré de la Défense et 5 arrivées. Ce matin, sans perdre de temps, première prise de contact. Quelle est la nouvelle configuration de l'exécutif? Qu'en pensent les politiques? Quelles sont les priorités de la nouvelle équipe? Décryptage et explications à suivre dans cette édition. La tombe de Dabo Boukari vient d'être localisée près de Pau dans le Naouri. L'annonce a été faite par un de ses avocats. L'étudiant en médecine disparu en mai 1990 n'a plus jamais été revu. Avec cette découverte, pas important pour la manifestation de la vérité sur la mort de ce militant de l'ANEB, estime ses défenseurs. Vous les entendez dans ce journal. Dans le journal également, la journée mondiale des langues maternelles célébrée ce 21 février. Une place infime accordée à l'enseignement de ces langues au Burkina. Pas étonnant que des langues comme le Kourounfé disparaissent. Pourquoi cela? Est-ce un complexe de parler sa langue maternelle aujourd'hui au Burkina? On en parle dans cette édition. Ce sont là les titres du 20 ans. Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Le président du Faso l'avait annoncé en fin 2016 et depuis hier soir, c'est fait, le gouvernement Thiéba 2 est désormais en marche, sitôt constitué. Ce matin, pas de temps à perdre. Les 32 membres se sont retrouvés au palais de Kossiam pour une prise de contact autour du président du Faso. Ils se sont vus notifier leur mission. Après cette rentrée des classes, sentiments et émotions avec Zoubabiel Dabiri. Le remaniement gouvernemental annoncé en fin d'année 2016 est tombé dans la nuit d'hier. Le gouvernement Thiéba 2 compte 32 membres. Il enregistre 5 nouvelles entrées, 2 départs et quelques réajustements. Ce matin, après leur prise de contact avec le président du Faso, les nouveaux ministres disent prendre la mesure de leurs nouvelles responsabilités. C'est dans le cadre donc de ce rôle de faire en sorte que l'État puisse exister au niveau des localités, de travailler à accompagner les collectivités territoriales, de faire en sorte que le PNDS puisse être réalisé à la base. Il s'agira de travailler à accélérer la digitalisation dans notre pays pour aller vers le tout numérique et ce qui devait permettre en fait d'accélérer aussi la croissance économique. On doit aller au charbon pour produire des résultats et démontrer effectivement qu'ils n'ont pas eu tort de venir nous chercher. Et le troisième mot, c'est le défi. Le défi, parce que vous savez que actuellement, la plus grosse difficulté pour nous au Burkina Faso, c'est quand même la question de l'enseignement supérieur avec des universités fortement perturbées du point de vue du cycle des années académiques. Je suis conscient des défis qui sont les miens. Dans la mesure où, vous savez, les mines, c'est un secteur assez important pour notre économie, dans la mesure où c'est le secteur qui procure le plus de ressources d'exportation à notre pays. Il nous a, ce matin, instruit sur les priorités sur lesquelles nous devons travailler. Et bien sûr, nous devons mériter la confiance que le président du Faso et le Premier ministre ont placé en nous. Des lettres de mission seront incessamment adressées à chacun des membres de la nouvelle équipe gouvernementale, selon le Premier ministre. L'objectif de ce nouveau gouvernement, selon Paul Kaba Thiéba, mettre en œuvre de façon efficiente le PNDS. À l'issue de la rencontre avec Roch-Marc Christian Kaboré, le Premier ministre a pu revenir sur la mission qui a été assignée à son équipe. Paul Kaba Thiéba, face aux journalistes, dévoile donc la philosophie qui a guidé ce réajustement et les défis qui les attendent. Zoubabiel David Dabiri. Face à la presse, Paul Kaba Thiéba livre les grandes orientations de son nouveau gouvernement. 2017 est l'année de la mise en œuvre effective du programme national de développement économique et social, selon le Premier ministre. Et pour plus d'efficacité dans l'exécution des projets et programmes de développement, une nouvelle dynamique s'impose. L'axe central qui sous-tend la formation de ce gouvernement, de ce nouveau gouvernement, de ce remaniement, c'est la volonté d'opérationnaliser le plan national de développement économique et social. Il est temps maintenant que nous entrons dans la phase opérationnelle, dans la phase active de ce plan. Voilà. Étant donné cette importance, il est important que l'équipe gouvernementale soit ajustée pour prendre en compte donc cet impératif. En plus du PNDS, le nouveau gouvernement doit faire face aux défis sécuritaires. Le Burkina Faso subit depuis 2016 les attaques terroristes.
Et dans le nord du pays, l'insécurité semble se généraliser. Pour le Premier ministre, l'urgence de la situation commande donc les réajustements apportés dans certains ministères. Toutes les mesures sont prises. Je reviens, toutes les mesures. Il y a clairement une vision, il y a une stratégie, il y a un plan d'action pour, en tout cas, faire face à la menace à laquelle nous sommes confrontés. Et je suis convaincu que nous vaincrons. Nous vaincrons. Les membres du gouvernement passent de 29 à 32. Mais pour le Premier ministre, il n'y a pas de quoi augmenter les charges de l'État. C'est plutôt l'efficience dans l'action qui est recherchée. L'ambition est de relancer véritablement la machine économique du Burkina Faso. Très attendu, ce remaniement emprunte les allures d'un réaménagement sans un véritable bouleversement. 32 ministres, dont 5 arrivés. Comment comprendre ce jeu de chaises musicales? Réponse avec Nyarkiteda. 2 anciens ministres quittent et 5 nouveaux font leur entrée dans le gouvernement Tiéba. Le professeur Filiga Michel Savadogo cède son fauteuil de ministre de l'enseignement supérieur à un autre professeur, Al-Kassouma. Le portefeuille de l'économie numérique et des postes échoue désormais à l'ingénieure informaticienne Adja Fatimata Ouattara en remplacement de Aminata Sana Congo. Comme il l'avait annoncé, le président se déleste du poste de ministre de la Défense au profit de Jean-Claude Bouda, qui lui laisse ministre de la Jeunesse au désormais ancien ministre de la Santé, Smaïla Ouedraogo. C'est l'ancien directeur général du Centre Mirage de Bobo Dioulasso, le professeur Nicolas Meda, qui devient ministre de la Santé. Simon Compaoré s'occupera désormais exclusivement du ministère plein de la sécurité, détaché de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui devient l'affaire de Siméon Savadogo. Le ministère de l'énergie et des mines a été également scindé en 2. Alpha Oumar Dizest, ministre de l'énergie, et le ministère des mines et des carrières est dirigé par Oumarou Idani, jusque-là député à l'Assemblée nationale. Le gouvernement Paul Kaba-Tiéba II compte 28 membres et 4 secrétaires d'État. 5 portefeuilles et 2 secrétariats d'État sont occupés par des femmes. Il n'y a donc pas eu de bouleversement, juste un réajustement et une rotation de certains anciens ministres. Le message est donc clair, le président Roch Marc Christian Kaboré maintient le cap. Au lendemain de ce remaniement, les commentaires alimentent les conversations dans tous les milieux. Mais qu'en pensent les politiques? Les réponses avec Aboubakar Sagnon et Moussa Ouedraogo. Le gouvernement Paul Kaba-Tiéba II est connu depuis hier dans la soirée. Dans les états-majors des principaux partis politiques, les premières appréciations fusent. Pour le parti au pouvoir, il s'agit d'un réajustement technique pour donner une nouvelle dynamique à l'exécutif et lui permettre de repartir sur de bons pieds après une année d'exercice. Vous savez que 2016 a été une année de réforme d'une part et une année aussi de début d'exécution de ces réformes. 2017 donc se présente comme étant une année de mise en œuvre effective du PNDS. Et cela nécessitait donc qu'un réajustement soit fait. Et la lecture que nous faisons au niveau du MPP de ce réajustement est qu'il devrait permettre véritablement au gouvernement d'atteindre les objectifs que le peuple a assignés à ce gouvernement-là. À l'UNUR-PS, parti de la majorité présidentielle, on ne s'attendait pas non plus à un grand changement de l'équipe gouvernementale. Le parti dit ne pas être surpris et parle d'un remaniement léger mais efficace. Première chose, il y a un souci d'efficacité de la part du président et de son premier ministre avec les réaménagements de certains gros ministères. Et deuxième constat, constat aussi d'écoute des citoyens, parce que certains ministères qui avaient cristallisé quand même des critiques ont vu aussi les départements réajustés. Et troisième constat, constat de stabilité avec le maintien de l'équipe gouvernementale avec la majorité. L'ancien parti au pouvoir, le CDP, dit sur fin car il s'attendait à un changement en profondeur pour donner une nouvelle impulsion au gouvernement. Nous nous attendions à ce que le président du Faso puisse donner un fort à l'opinion et en faisant un changement en profondeur et en mettant des hommes qu'il faut véritablement à la place qu'il faut. Constatons que c'est juste un jeu de chaises musicales qui a été fait.
L'UPC dit ne pas avoir d'a priori sur les hommes choisis. Cependant, le parti fait 2 observations par rapport à ce nouveau gouvernement. La première, c'est que ce gouvernement est né dans les mêmes conditions que le premier, c'est-à-dire un temps de latence très long. La deuxième observation, c'est qu'en 2016, l'UPC a dit qu'il était insatisfait du fait qu'il n'y a pas eu un ministère dédié à la sécurité. Et un autre, il avait dit qu'il n'était pas d'accord pour que le président du Faso cumule le ministère de la Défense. Nous pouvons dire que notre préoccupation a été prise en compte. Selon Rabi Go, l'UPC espère que la nouvelle équipe gouvernementale apportera des réponses satisfaisantes aux préoccupations des Burkinabés. Un mot de diplomatie. Les ambassadeurs de Taïwan et d'Allemagne au Burkina ont été reçus par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Les 2 diplomates sont allés parler de l'état de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et leur pays. Unanimes, ils soutiennent la mise en œuvre du PNDS, le nouveau référentiel de développement au Burkina. Roger Kam, Bouma Ernest Nebié. Au président Kaboré, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne est venu faire le bilan des 3 dernières années de coopération entre le Burkina et son pays. 3 ans au cours desquels le Burkina a bénéficié de l'Allemagne des financements dans plusieurs domaines d'un montant d'environ 70 milliards de francs CFA. Et de bonnes perspectives de financement pour les années à venir, selon le diplomate allemand, sont annoncées. On planifie intensification de notre contact politique. Fin de cette semaine, il y aura 2 délégations allemandes qui viennent. Le ministre de la collaboration bilatérale, le ministre fédéral Müller, va venir pour visiter Ouagadougou et aussi la campagne ici. Il va avoir des contacts sur le plus haut niveau. Il va se déplacer pour visiter le Cap Matoko à Bobo et aussi des projets à Dano. En plus, il y aura une délégation parlementaire en réponse de la visite de son Excellence M. Diallo à Berlin pour intensifier les contacts parlementaires. Le président du Faso a, à la suite du diplomate allemand, reçu l'ambassadeur de la Chine-Taïwan au Burkina. Avec lui, ils ont aussi parlé de coopération. Je viens de lui rendre un bilan de la coopération bilatérale entre nos 2 pays. Bon, c'est pour la 10e commission mixte, on a pris la fin en 2016. Et le président nous a été encouragé. Il nous dit que bon, le taux d'exécution était plus de 90%. Donc il y a bien. Même pour la 11e commission mixte, il y a encore 26 projets. Donc il est convaincu que tous les projets seront mis en exécution comme prévu. Selon l'ambassadeur de la Chine-Taïwan, son pays envisage implanter au Burkina une usine de fabrication de vitres pour contribuer à la résorption du chômage et à la prospérité de l'économie burkinabé. Toujours en diplomatie, le Burkina Faso et la Russie signent des accords à Moscou. Les 2 pays s'engagent à réchauffer leur coopération bilatérale. C'est le ministre Alpha Bari et son homologue russe Sergei Lavrov qui ont procédé à cette signature. Les détails avec Frédéric Etienne Bassenga. La diplomatie burkinabé et celle de la Russie autour de la même table. Alpha Bari et Sergei Lavrov, entourés de leurs collaborateurs, échangent sur l'accord cadre qui doit relancer les relations entre le Burkina Faso et la Russie, ainsi qu'une convention sur l'enseignement supérieur. Après près de 30 minutes d'échange, le résultat est satisfaisant. Les 2 chefs de diplomatie signent l'accord cadre. La convention relative à l'enseignement, elle, aura besoin d'un léger ajustement avant signature. Avec cet accord cadre, toutes les composantes des administrations burkinabées et russes peuvent désormais échanger sur les questions bilatérales. J'ai aimé les échanges, ça a été des échanges francs, des échanges empreints d'amitié et de réalisme aussi, des échanges de solidarité avec la Russie. C'est le départ
d'une nouvelle relation, celle qu'on avait perdue il y a quelques années. On essaie de la retrouver. Et comme vous le savez, il y a eu des relations politiques fortes entre nos deux pays. Très attentif aux questions sécuritaires au Burkina et dans la région, le ministre des Affaires étrangères de la Russie a promis visiter très prochainement le Burkina Faso dans le cadre d'une tournée africaine. Dans l'actualité ce soir, les parents de Bouboukari savent désormais où repose leur fils. Sa tombe vient d'être localisée à Pau, au bord d'une route menant à la frontière du Ghana. La supposée tombe a été présentée ce mardi aux avocats de la défense. Cette information apporte-t-elle du nouveau au dossier? Élément de réponse avec Nyakitida. Rentré tout droit de Pau, Maître Sankara donne à chaud le constat fait aujourd'hui sur place au flanc du pic Naouri. Une tombe supposée être celle de Dabo Boukari leur a été présentée par le juge d'instruction. Au regard des témoignages concordants, au regard d'un certain nombre d'informations que le juge d'instruction a réunies, il nous a invités en tant qu'avocats, Maître Prosper Farama et moi-même, plus des membres de la famille, pour nous déplacer, faire un transport sur les lieux à Pau. Et c'est là, effectivement, quelque part, que la supposée tombe de Dabo Boukari s'y trouve. Donc nous avons pris acte. Porté disparu en mai 1990, à la suite de manifestations estudiantines, cet étudiant de 7e année de médecine n'a plus jamais été vu, ni par ses parents, ni par ses amis et camarades, jusqu'à ce jour où l'on découvre sa supposée tombe à environ 150 km de Ouagadougou. Au regard du temps qui s'est écoulé, beaucoup d'inquiétudes se posent sur l'effectivité de la tombe attribuée à Dabo Boukari. Un juge d'instruction, ce n'est pas n'importe qui, c'est une autorité judiciaire qui travaille à charge et à décharge, qui travaille sur des éléments concordants. Et je pense qu'il a mis tant de temps pour enfin dire que c'est la tombe supposée, c'est au regard des éléments dont il dispose. Une tombe que vous ne verrez malheureusement pas, même en photo, sauf autorisation du juge selon Maître Sankara. Pour l'heure, le dossier est entre les mains du doyen des juges d'instruction avec deux principaux inculpés, le colonel Bamba Mamadou et le général Jules-Bert Diendéré. Mais avec la découverte de la tombe en question, c'est une avancée significative et les avocats espèrent voir le dénouement de cette affaire. Même la frontière, mais ce n'est pas dans le cas. Dans quelles conditions se trouve la tombe aujourd'hui? On en vient à présent au dossier de cette édition. Sommes-nous combien à continuer à parler couramment notre langue maternelle? La question fait sourire, mais à la vérité, les langues maternelles ont tendance à perdre de leur lustre chez beaucoup de personnes instruites. La faute à la place infime accordée aux langues maternelles dans le système éducatif. Ce 21 février est cependant commémoré comme la journée mondiale des langues maternelles sous le thème vers un avenir durable grâce à l'éducation multilingue. Au Burkina Faso, comment se présente la situation? Ismaël Sirima a tenté de comprendre pour nous, élément de réponse dans ce reportage. À l'heure actuelle, dans le système éducatif classique burkinabé, la place réservée aux langues maternelles est très mince. Que ce soit à l'école maternelle, au primaire ou au secondaire, le constat est similaire. Nous travaillons en fonction du programme de l'éducation nationale. Et à leur niveau, on n'a pas un programme bien établi pour l'enseignement des langues maternelles au préscolaire. Cette absence de langue maternelle pour soutenir l'école classique est considérée par certains éducateurs comme un facteur qui met en retard les enfants dans leur apprentissage. À 7 ans, l'enfant dans sa langue maternelle sait déjà faire des opérations complexes. Mais quand vous allez au CP1, compte tenu de la difficulté de la langue, vous comptez jusqu'à 10. Alors que l'enfant dans sa langue maternelle, quand vous l'envoyez avec 1000 francs, il vous fait l'achat et il vient vous rendre compte correctement. Conscient de cet apport des langues maternelles pour l'éducation classique, la direction du continuum d'éducation multilingue dit se pencher sur la question. Aujourd'hui, donc avec la réforme curriculaire qui est engagée, alors donc la langue maternelle figure en bonne place dans les curricula. Et je pense qu'en principe, avec la formation qui va donc s'en suivre,
tous les acteurs donc, devraient pouvoir utiliser effectivement donc, la langue maternelle donc, dans toutes les écoles classiques du Burkina Faso. Cette mesure devrait mettre fin au système de symboles qui consistait à faire porter le crâne d'un animal aux élèves qui parlent leur langue maternelle à l'école. Le colon, lorsqu'il est arrivé, il a monté donc toutes sortes de stratégies pour amener nous les Africains à renier en fait notre propre langue, pour nous faire dire que en fait nos langues là ne sont pas capables donc de véhiculer donc les connaissances. Alors comme il y avait donc la volonté manifeste donc de nous exploiter, donc d'où effectivement cette volonté donc de nous amener à renier notre propre langue à travers donc le fameux symbole. Nongobzanga Bagri invite ainsi les parents, les élèves et l'ensemble de la société à ne plus avoir honte de leur langue maternelle et les invite à se départir des stigmates de la colonisation. Pas donc étonnant que des langues maternelles soient menacées de disparition au Burkina Faso. Le Kouroumfé fait partie de ces langues menacées. Elle n'est pas parlée que par une minorité dans le pays. Pourquoi cela et quel avenir réservé à cette langue? Ibrahim Sombier et Omar Zombré nous fournissent quelques réponses. Cette langue que vous entendez est le Kouroumfé, une langue parlée par les Kouroumba, plus connue sous le nom de Fulse. C'est une langue qui est malheureusement en voie de disparition et Idrissa Zalé en est conscient. Il essaie par tous les moyens de la maintenir en vie et surtout de la transmettre à ses enfants. Tous les enfants parlent de Kouroumfé. On parle ça, toutes les vacances, ils rentrent là-bas pour visiter les familles et puis causer un peu, comprendre. La sauvegarde de cette langue passe d'abord par le noyau familial, certes, mais pour sa survie à l'échelle communautaire, il faut ratisser large. Et pour cela, une association pour la défense de la langue a été mise en place. Quand on a convoqué les réunions, le premier, deuxième, troisième, le premier, on valait au moins 100 et quelques. Deuxième, encore, on tourne aux 200 et quelques. Le troisième, presque 300 personnes qui étaient là-bas. Mais est-ce que ces 300 personnes-là parlaient parfaitement Non, non, non. Ils ne parlent pas. Il y a peut-être 10 ou 15 personnes qui parlent de Kouroumfé. Idrissa Porgo ne parle pas le moindre mot de la langue Kouroumfé. Il fait partie de ceux-là qui cherchent à revenir aux sources. Même s'il n'est jamais trop tard pour apprendre, Idrissa Porgo sait que la tâche sera ardue, mais il fonde l'espoir qu'un jour, ses enfants parleront le Foulé ou Kouroumfé. J'apprends petit à petit la langue afin de pouvoir la retransmettre à mes enfants, car il ne faut surtout pas qu'ils soient coupés de leurs racines. Il y a des noms de famille propres Koromba, mais nom de famille Koromba, c'est un peu large. Ganame, Tao, Sawadogo, Kanfe, Zale, Boina, Badini, Porgo, sont des Foulchés. Selon Idrissa Zalé, il existerait 3 variantes du Foulé parlées dans 3 régions, à savoir les régions du Nord, du Sahel et du Centre-Nord. Des variantes qui se dilueraient ou se rapprocheraient linguistiquement des groupes ethniques majoritaires de ces régions. C'est d'Arbinde parle uniquement là-bas, c'est un peu mélangé avec Peul, de Foulché un peu. C'est nous à Lorum, c'est un peu mélangé à Moré. Pelaganame, c'est uniquement les Kouroumfé qui parlent. Si nous on veut convertir, si on veut se parler même, ça sera un peu différent. Beaucoup d'efforts pour revitaliser la langue ont été faits par les fils Kouroumba. Des séances d'alphabétisation en foulée sont souvent organisées et il existerait même un dictionnaire en langue Kouroumfé. Et ce message de nouvel an en Kouroumfé est une invite à tous les Kouroumba de continuer le combat pour la survie de la langue. Actualité dans ces dernières années, la fraude fiscale, le faux et usage de faux ont qui est au Burkina. Ce qui crée un manque pour la direction des impôts a donc c'est à une normalité avec sticker pour identifier les factures. Cela évite ces fraudes et autres falsifications. Le lancement de la facture normalisée est intervenu le mardi en présence de Konsoum Koulibaly et de Maïmouna Traoré. Le mode de la facture normalisée répond à des conditions particulières permettant à l'administration fiscale d'identifier et de répertorier l'ensemble des questions d'une facture sécurisée par l'apposition d'un sticker qui l'audifie. Un véritable instrument de lutte contre la fraude, le faux, l'usage du faux. Permet une concurrence déloyale, formaliser le secteur informel, livrer les factures au droit commercial,
servir de preuve tangible aux déductions de charges. Pour l'État, la facture normalisée va permettre de lutter contre l'économie souterraine et contrôler le droit à déduction de la TVA. Au regard des importantes attentes normalisées, le gouvernement accompagne sa mise en œuvre avec une enveloppe de 2,5 milliards de francs CFA qui sont à l'acquisition de stickers et des outils de contrôle et de gestion. La mise en œuvre de la facture normalisée en phase, la première déroulera tout au long de l'année 2017 et concernera uniquement les moyennes et les grandes. La Chambre de commerce et l'industrie de Burkina Faso soutient le gouvernement dans la mise en œuvre de la facture normalisée en aidant à informer et à sensibiliser l'ensemble des orateurs économiques. Les industriels, les commerçants et les consommateurs sont donc invités à y adhérer pour une véritable sécurisation des transactions commerciales, puis effectuer de validité des stickers en consultant le site web de la DGI ou en utilisant un téléphone portable muni du système Android. Et pour le quotidien, aujourd'hui, à 3 ans, un anniversaire célébré sous le signe du bilan, mais aussi des perspectives. Draman Guéné. Aujourd'hui, au Faso souffle sa bougie ce 21 février. Dans les colonnes du numéro 742, numéro anniversaire du canard, de une mensuelle à ses confrères qui l'ont aidé à grandir. On a pu tenir sans même un seul jour de blackout. Donc nous formons d'abord. Nous sommes en quête de l'information juste, mais nous enquêtons et souvent nous mettons en question. Donc c'est un journal d'information. Nous faisons dans le politique, l'économie, le social, le sport. En 3 ans de vie médiatique, aujourd'hui, une place au niveau local et international. Le quotidien est aujourd'hui autonome grâce à son imprimerie propre et à une équipe rédactionnelle dynamique. Et pour Dieudonné Zoungrana, le meilleur reste ami. Les lecteurs qui ne cessent de se massifier, en tout cas demandent plus de pages rédactionnelles. Et bon, nous avons entendu leurs revendications. Nous avons effectivement relooké aussi le site. C'est un des défis que nous n'avons pas pu relever, qui était resté en rade. Et donc il y a le site et puis il y a l'étoffement de la page rédactionnelle qui sont nos priorités au cours de 2017. Le seul point noir dans l'expérience d'aujourd'hui au Faso reste le non-paiement des factures étatiques qui indiquent le directeur de publication, les gens restent dans l'ensemble. Et puis en cinéma, le numérique offre aujourd'hui une grande bille dans la réalisation des films. Mais ces opportunités ne sont pas sans conséquence sur la qualité artistique et esthétique des productions. Et le dernier est au nom du numérique pour le site de l'écologie et Maïmouna Traoré. Il y a quelques années seulement, les films étaient sur pellicule de 16 mm, 16 mm, 35 mm. Grâce aux progrès technologiques, l'analogique a fait place progressivement au numérique. Les supports sont de plus en plus légers, offrent des facilités de production. Avant, c'était des grosses pellicules, des boîtes. On avait parfois 6 bobines, 6, 7 selon la longueur, et ça peut peser 20, 25 kilos. Aujourd'hui, c'est très simple. Ça tient dans un truc que vous mettez en poche. Pour un pays comme le Burkina qui n'avait pas encore pu démarrer une industrie cinématographique avec des laboratoires de développement et grands routes de post-production, et bien c'est une économie aujourd'hui. On peut tourner un film au Burkina et le post-produit à Z sans le Burkina. Quand tu tournais avec la pellicule, il fallait attendre que ça parte au laboratoire et le minimum c'est peut-être une semaine que tu as les résultats de ton laboratoire. Et pendant ce temps, le comédien qui a joué dans cette séquence, tu es obligé de l'immobiliser sur place. Ça te coûte, même s'il avait fini de jouer. Tu n'es pas sûr que s'il reprend son avion pour aller à Dakar, au moment où tu vas avoir les résultats de ton laboratoire, tu ne vas pas le faire revenir. Il a ainsi donné naissance à ce qu'on pourrait appeler un boom cinématographique. En 2016, par exemple, plus de 20 longs métrages ont été réalisés au Burkina Faso. Le numérique est venu donner la possibilité à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent de pouvoir tourner malgré tout des films. Face à cette évolution technologique, le FESPACO s'est adapté. Il s'est doté de nouveaux supports de projection et à partir de l'édition de 2013, les films tournés en numérique sont acceptés dans la compétition. Mais attention, le cinéma est un art, une technique, une industrie et un commerce avec ses règles et ses contraintes. Au début, on a pensé, parce qu'on produit en numérique, ça coûte pas cher, on peut faire rapidement. Mais si vous faites rapidement quelque chose, la qualité ne sera pas terrible. Dans quel marché vous allez le vendre? Il y a des choix techniques à faire. Il suffit de savoir qu'est-ce qu'on veut exactement obtenir à la fin du compte. Beaucoup de gens ont pensé que comme le matériel qui sert à tourner les films
ont légèrement baissé, c'est qu'on peut faire n'importe quoi. Alors qu'il faudrait avoir la même rigueur quand on est dans le cinéma professionnel, qu'on soit en numérique ou en argentique, pour pouvoir être un jour dans le système international, dans le système professionnel. Tout de suite, ton numérique que tu disais bas prix ne peut plus tenir la route. Je sais que les Américains ont souvent amené, ou quelquefois amené des films tournés avec des téléphones portables au Festival de Cannes, mais il faut voir derrière ce qu'ils ont fait à partir de cette première image. Le numérique offre une indépendance technologique et économique, mais il faut respecter ses règles et ses contraintes si l'on veut produire des œuvres de qualité, des œuvres professionnellement acceptées. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse, le blocage des négociations en RDC est l'objet de commentaires dans les quotidiens. Certains reviennent sur le CACEM du ministère de la Défense au moment où le président se décharge de ses fonctions de ministre de la Défense et des anciens combattants. Lecture croisée des journaux avec Vincent Tiendrebego. Les journaux ont été pris de court avec l'annonce du nouveau gouvernement. Le pays et citoyens se joignent pour noter la nomination de Jean-Claude Bouda au poste de ministre de la Défense nationale. Et parlant de défense, le pays revient sur les travaux du dernier CACEM de ce département pour dire que le mal a été diagnostiqué, reste à le traiter. Et le premier mal, selon le journal, c'est la malgouvernance, quand on sait que les promotions dans la Grande Muette se faisaient à la tête du client ou selon les humeurs des chefs. Et pas seulement, le politique s'était emparé des casernes quand des militaires préféraient le costume au kaki ou les voitures rutilantes au pick-up de patrouille. Aussi, faut-il donner à l'armée les moyens conséquents pour faire face à ces défis. À cet effet, l'annonce d'une loi de programmation militaire par le chef de l'État est rassurante pour le journal. Seulement voilà, tous les Burkinabés sont devenus des saint Thomas, voir pour croire. En RDC, querelle de poste au sein de l'opposition, la danse macabre se poursuit, déplore le pays. Et l'accord politique pourrait prendre un coup avec ces divergences. Et si l'opposition venait à se disloquer, ce serait la deuxième mort d'Étienne Tshisekedi. Et puis, jusqu'où tiendront les évêques, s'inquiète l'observateur Palga. Ces médiateurs entrés en conclave de 3 jours pour décider de la suite à donner à la médiation, il faut maintenant craindre que le clergé ne jette le tablier. Considérés comme le dernier rempart, les Congolais ont intérêt à ce qu'ils tiennent bon jusqu'au bout. Sinon, bienvenue en enfer. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.